Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même en étant confinés, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une spéciale consacrée à un totem de la comédie française, à savoir Franck Dubosc. Il était temps qu'il ait son émission à lui. Et pour ça, j'ai deux chroniqueurs que je qualifierais peut-être de Dubosc sexuel, je sais pas, ils vont nous le dire. Perrine Quetzon. Hello les confinex. Oui, parce que voilà, pas confinos ni confinas, confinex. Les confinex. Et l'autre confinos, Max Besnard. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous tous les deux? Ça va. Ça va. Et tu sais quoi? Comme ci, comme ça. J'aime bien cette référence. Franck Dubosc, qu'est-ce que ça vous évoque? Perrine, je sais que toi, t'es plutôt fan. Et toi, hier, j'aurais pas demandé à des gens qui sont pas fans. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser Hugo Alexandre, qui est un peu notre Dubosc sexuel en chef. Avec, souvent, on se dispute sur quel est le meilleur Dubosc, lui et moi. Et donc, je lui dédie cette émission. Alors, pour toi, Franck Dubosc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ce que j'aime bien chez lui, c'est cette idée du loser magnifique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup appuyer sur son physique plutôt agréable, qu'il a, hein, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, mais justement, il pense que ça va le sortir de toutes les situations tout le temps. Et en même temps, même quand ça marche pas, il va creuser sa tombe à ce niveau-là tout le temps et en permanence. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce type de personnage qui même quand les choses sont négatives, même quand ça va mal, même quand il est au plus profond de la loose, la plus totale, eh ben il va creuser, pousser. Donc ça le rend très très lourd. En même temps, il est incroyablement lourd. On dirait ces mecs en boîte de nuit qui insistent, qui sont pas si mal, mais c'est complètement relou et chiant. Mais ils insistent. Donc à la fois, on a envie de s'agacer contre eux, mais il y a quelque chose d'assez touchant là-dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux baissent les bras, si lui baisse les bras, tout le monde baisse les bras en fait, parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas abandonner, qui ne peut pas perdre la face, et si lui la perd, alors tout le monde la perd. Et c'est quelque chose que je trouve assez touchant, cette manière d'être dans un excès, de savoir quelles sont ses qualités, mais aussi ses défauts, mais de ne pas baisser les bras pour autant. Et je trouve que c'est cet humour-là et ce personnage-là qui me plaît beaucoup chez Dubosc depuis le début, depuis ses spectacles en fait. Et toi, Max, t'as été confronté au spectacle ou alors t'es vraiment été déjà avec des films? Non, alors ni l'un ni l'autre en fait. Pour moi, le Franck Dubosc parfait, c'est celui des petites annonces d'Elysée Moon en fait, tout simplement. C'est vraiment comme ça que j'ai appris à l'aimer, parce que j'avoue que dans les spectacles c'était pas trop mon kiff. Voilà, mon frère était hyper fan, moi ça me laissait un petit peu perplexe. Mais dans les petites annonces, il m'a toujours subjugué, et c'est ce que je recherche à chaque fois que je vais voir un nouveau film avec lui ou de lui. C'est ce que je recherche en fait. C'est ce côté, c'est cette capacité qu'il a à faire passer des choses complètement dingues, juste à travers un regard, à travers une mimique, juste un mot. C'est même pas des punchlines, c'est des mots, c'est des petites expressions, des soupirs, des clins d'œil. Et il a vraiment cette faculté que j'adore dans ce genre d'acteur comique, qui est de faire passer les choses par la gestuelle. Et c'est aussi un maître absolu de l'absurde, et j'adore l'humour absurde, je le répète, je crois, à peu près systématiquement dans toutes mes apparitions dans MDR. Mais vraiment, moi, cette maîtrise qu'il a de l'absurde et du burlesque, ça me fascine. Comment vous expliquez le fait que Franck Dubosc, il est au moins il a des succès publics, il en a beaucoup, mais ce désavoue critique, c'est-à-dire que dès que c'est Franck Dubosc, les gens en général, même le public, j'ai envie de vous dire, on est des parigots, on sait très bien comment les gens réagissent quand tu dis j'ai vu une comédie française, puisque c'est notre lot quotidien. Nous on va voir des comédies et les gens nous disent t'es pas allé voir ça quand même. C'est un peu comme si tu disais j'aime le vomi en fait, c'est un peu le même problème. Il y a un petit côté à chaque fois genre oh les pauvres. Ouais. Non, pourquoi? Alors que parfois, il fait vraiment de bonnes comédies. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui explique ce désaveu d'après toi, Perrine? Je sais pas. Alors déjà, tu l'as dit en partie. C'est vrai qu'il a quelque chose d'éminemment populaire. Et ça se voit même dans sa carrière quand il fait des choses comme Camping. C'est quelqu'un qui est profondément lié à cette notion du populaire. Donc ça, déjà, on sait très bien que ça a du mal à rentrer dans les cercles critiques, ou en tout cas dans un certain cercle d'initiés, ce que je trouve toujours un petit peu dommage. On regarde de haut, mais après voilà, je sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'est vraiment lié à cette image du relou, cette image de c'est littéralement la personne que tu voudrais pas croiser en soirée.
vraiment pas, parce qu'il est agaçant. Donc je pense que il y a un petit peu de ça, et c'est quelqu'un qui tape vite sur les nerfs si tu ne vois pas c'est-à-dire le talent comique derrière tout ça. Donc je pense c'est ça qui crée pas mal de rejet aussi pour beaucoup de personnes. Tu l'expliques pareil, Max ? J'aurais tendance à dire aussi que la qualité du défaut de tout ça, c'est que il a tendance... Est-ce qu'on peut l'appeler Franck quand on parle de lui d'ailleurs ? Francky, Francky. Non, mais il a tendance à systématiquement rejouer sur les mêmes lignes, sur les mêmes codes. Et voilà, si t'adhères pas de toute façon au délire du personnage populo et en même temps loser magnifique, il est évident que quel que soit le film, quel que soit le biais par lequel tu vas l'aborder, tu vas tout le temps retomber sur ce personnage-là, sur ses gimmicks, sur tous ces comment dire, ces petites astuces qu'il utilise pour créer le comique. Et évidemment, si t'adhères pas, ça va pas fonctionner plus sur un film que sur une série, que sur un spectacle. Voilà, c'est peut-être aussi ça. J'imagine qu'il y a ce côté un peu, on aime ou on déteste en fait. Alors, on aime, on va dire tout de suite, quel est votre Franck Dubosc séminal ? C'est quoi, s'il y avait un film, c'est quoi votre Franck Dubosc totem, quoi ? Franck Dubosc totem, c'est pas fastoche. Bon, après, je l'ai déjà cité, mais c'est vrai que Camping, c'était quand même, pour moi, j'aimais vraiment bien. Puis surtout, il jouait, encore une fois, de vraiment le côté encore une fois très populaire, mais surtout de ce physique, parce qu'il faut pas oublier que c'est un bel homme en fait, vraiment, il est vraiment bel homme, et je pense que c'est pas si simple finalement de faire rire en ne pouvant pas non plus jouer sur des caractéristiques physiques. Tu vois, je sais pas, par exemple, il aurait un gros nez, c'est facile de se moquer de ça. Non, il a quelque chose il est presque trop beau pour être drôle. Et là, dans Camping, il arrive à la fois se mettre en scène ce physique, le tourner aussi un petit peu parfois en dérision, et sans jamais se moquer d'une catégorie de vacanciers dont il serait peut-être simple de se moquer, et lui ne prend jamais personne de haut tout en ayant l'air d'être dans la parodie. Donc moi je pense que c'est un peu l'essence de Camping, c'est un petit peu l'essence de ce cher Dubosc. Je suis assez d'accord. Après, Camping, il pose des bases qui sont quand même fondamentales dans la carrière de Dubosc. J'ai une préférence pour Camping 2, voilà, peut-être tout simplement parce qu'il a... Non, mais c'est des phrases qu'on n'entendra que dans le podcast, je peux vous le dire. Les autres... Avec une petite pipe comme ça. Non, moi je préfère vraiment Camping 2. C'est pas John McTiernan, je vous le dis tout de suite. Génial. Non, mais j'ai une préférence pour Camping 2, peut-être parce qu'il a un petit peu moins vieilli. Le premier, il accuse aussi le poids des ans, on va dire. Mais c'est vrai que Camping 2, Camping 3, ils sont limite interchangeables de toute façon. T'as toujours ce personnage central qui a posé des bases assez dingues et qui sont réexploités plus ou moins dans une sorte de, de Chirac Universe qu'on retrouve dans All Inclusive, qu'on retrouve dans Disco. Disco, c'est la scène du shogun de Camping qui est tirée sur tout un film, en gros. Je te trouve tellement dur avec... Alors un débat... Je déteste Disco. Est-ce que Disco est une œuvre géniale, ou alors est-ce que c'est... Non, c'est lourdingue. Moi, je l'ai trouvé hyper lourdingue. Je vais faire le pour de cette histoire, mais moi c'est le film de Fabien Ottoniente qui m'a mis la larme à l'œil, donc vraiment je pense que on en est là. Et non, je trouve que Disco, il y a à la fois en effet il rejoue un peu Patrick Chirac, mais il a quelque chose de beaucoup plus fragile, il a quelque chose de beaucoup plus plus de douceur en fait en lui. C'est aidé notamment aussi par comment elle s'appelle, Emmanuelle Béard, je trouve qui amène énormément cette douceur là aussi dans le film. Et surtout il y a une fragilité nostalgique chez lui, cette idée du mec qui vit en décalage sur son temps, qui finalement regrette ce moment où il avait atteint son pic dans la vie, qui était les années disco, et qui maintenant a du mal à trouver sa place dans la société. Moi, c'est là où il me touche un peu plus, je le trouve vulnérable, et j'aime beaucoup ça dans Disco. Mais c'est déjà le personnage qu'il a dans Camping, hein. Oui, mais Camping, il y a aussi, oui, en effet ça, mais il y a aussi tout l'attirail du campeur, enfin du mec qui va dans les campings, il y a tout ce truc-là, et puis il y a la galerie de personnages autour de lui. Là, c'est vrai que je trouve qu'il y a un truc encore plus touchant, il est pas perdu dans l'espace, il est perdu dans le temps,
Et c'est ça que j'aime bien dans Disco. Je vais devoir arbitrer, et je pense que Disco est un chef-d'œuvre postmoderne. Non, mais vraiment, je pense, et il m'a fallu plusieurs années pour le comprendre, parce que je pense que c'est une œuvre ultra importante dans sa filmo. Mais quand tu vois Disco, d'abord pour moi c'est un spectacle kafkaïen en fait, si tu regardes, parce que t'as l'impression qu'aucun des acteurs ne joue l'un avec l'autre en fait. Ils jouent pas dans le même film. Puisqu'il y a Depardieu, il y a Dubosc, et t'as l'impression qu'ils se parlent jamais en fait, alors qu'ils sont dans la même scène. Et celle qui fait justement tampon entre ces deux espèces de mastodontes de l'humour qui sont pas sur la même planète, c'est Emmanuel Béard. Donc du coup ça donne un aspect très, c'est En attendant Godot, mais version Fabien Antoniente. Wow. Je pense que j'espère que Fabien Antoniente nous écoute, parce que je pense qu'on n'a jamais dit ça quelque part. Et je ne veux pas te dire que c'est peut-être parce qu'on a 16 jours de confinement et que peut-être les potards sont réglés au maximum. Et que tu as zéro objectivité sur Dubosc. J'ai absolument zéro objectivité. Bien sûr que je n'en ai jamais eu. Et en plus, c'est que j'en suis à aller voir ma boulangère et à dire, vous voulez pas parler Franck Dubosc avec moi? Non, c'est chaud, mec. C'est chaud. Ouais, on en est loin. Mais Disco, en tout cas, j'adore Disco, en fait. Et il m'a fallu plusieurs moments, et je me replonge dans ces grands films que j'ai détestés au premier visionnage, parce que Disco, j'ai lâché qu'une seule fois un rire, c'est le moment où il appelle son fils le Rouquinou, là, enfin. Oui. Et il l'appelle, tu vas le revoir ton Rouquinou, et je sais pas pourquoi, j'ai pleuré de rire dans la salle, alors que, tu sais, genre, de nervosité, tellement. Et c'est une comédie du malaise, c'est une comédie kafkaïenne, et je pense que Disco mérite d'être redécouvert aujourd'hui, maintenant que Disco a quand même 12 ans, en fait, si tu regardes. Putain, ça a 12 ans. Oh, et pour moi, il y a beaucoup de Franck Dubosc qui valent le coup. Il y en a un qui un peu cher à mon cœur. J'adore Incognito, moi. Incognito qu'il a fait en plus un an après Disco, et Incognito en plus, ce qui est génial parce qu'il utilise à la fois la neutralité d'acting de Benabar qui fait le taf, mais surtout de Jocelyn Quivrin en fait, qui est l'autre comédien, l'autre belâtre du film. Et au milieu il y a Franck Dubosc qui est tout nu et qui vous propose de jouer à la bowling, à la Wii bowling, à la Wii bowling. Non, mais la fameuse scène. C'est genre c'est des trucs que tu peux pas ne plus dévoir, tu ne peux plus les dévoir de ton imaginaire. À tout jamais, pour moi, il y aura quelqu'un à poil qui joue à la Wii, et pour moi, ça sera Franck Dubosc. C'est marrant parce que... Pardon, mais... Oh, pardon, j'allais dire, c'est rigolo que tu cites cette scène, parce que sur l'épisode précédent de Wheel of MDR, on était sur Bourdon, et Bourdon en full frontal nudity dans Garde alternée. On est un peu dans le même genre de personnage, finalement, le même genre de vision qui s'imprime sur ta rétine et dans ton cerveau, et que tu peux plus jamais effacer. On est en slibard, mais non, mais ça me fait passer. Et je pensais, en fait, quand je repense à Incognito, bizarrement, ça me fait penser à Coup de foudre dans Notting Hill, mais complètement différemment. Ça n'a rien à voir, l'histoire, c'est pas pareil du tout. Mais c'est ce personnage qui est joué par Rhys Ifans dans Coup de foudre dans Notting Hill, le coloc relou et en calbute. Enfin, qu'est-ce que je dis calbute? C'est plutôt en moule bite, hein, clairement. Mais je trouve que c'est ce même type de personnage, un peu loser, mais qui prend la vie comme elle vient, qui, moi, me plaît beaucoup, en fait. Moi, j'aime bien ces gens-là dans les films. Si vous aviez un autre chef-d'œuvre duboscien à nous proposer, qu'est-ce que ça serait, Max, tu veux te lancer? Ça c'est un peu convenu peut-être de dire ça, mais Tout le monde debout, pour moi, c'est déjà un nouveau classique de la comédie française, en tout cas de la comédie populaire française, et je l'avais vu au cinéma, je l'ai revu après à la maison, et c'est un film qui fonctionne très bien, donc c'est sa première réal, c'est son premier scénar et réal intégral, et c'est un film qui est hyper drôle, qui est hyper touchant, et qui passe son temps vraiment sur un fil, j'allais dire ténu, entre le mauvais goût absolu et le rire nerveux surpuissant. C'est un film vraiment qui m'a beaucoup remué dans tous les sens du terme. Ça m'a fait rire, ça m'a ému, ça m'a touché. J'ai adoré Alexandra Lamy en plus dans ce rôle, ce qui n'était pas gagné parce que je suis vraiment pas du tout client de son jeu d'actrice en général. Et puis il y a Darmon en plus en sniper. Bien sûr, non, mais c'est un film majeur dans la carrière de Dubosc, et je pense que c'est un incontournable, vraiment. En tout cas, c'est une rom-com très très valable, et comme il n'y a plus beaucoup de rom-com, ça vaut peut-être le coup d'être vu, moi en tant que tel. Oui, mais en fait, moi je suis un peu. Tu vois, si tu me demandes un autre film, je suis embêtée, c'est exactement le même que Max, en fait, parce que moi, Tout le monde debout, ça a été une vraie surprise à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'à la fois, en pure spectatrice qui débarquerait au cinéma, la rom-com, elle est
elle est franchement efficace. Elle me fait du bien en tant que rom-com. J'aime sa façon de traiter du sujet du handicap sans jamais tomber dans une forme de misérabilisme ou de la moquerie ou rien de tout ça. Méchante, non, mais voilà, il y a rien de tout ça. Il y a une vraie intelligence du personnage joué par Alexandra Lamy que j'aime beaucoup, et la manière dont on le traite, et la manière dont l'autre personnage va le traiter, puisque finalement l'handicapé c'est pas elle, c'est lui, c'est l'handicapé sentimental, c'est l'handicapé de la vie. Et je trouve qu'il y a une, je dirais presque que je m'attendais pas à ça de lui. Enfin, je m'attendais à beaucoup plus de ce côté un petit peu ripolliné de la blague qu'il fait en permanence, qui va insister, et il est pas du tout dans l'insistance. Il est dans une, je sais pas, dans une vraie douceur, un vrai amour de ses personnages, amour de cette histoire-là. Et je trouve qu'il avait une subtilité dans Tout le monde debout que, j'attendais pas trop de lui, et qui a fait que c'est un film que j'ai recommandé à littéralement tout le monde. Donc, et sans honte du tout. Et avec des vraies scènes de comédie romantique, quand ils sont sur la piscine et qu'il fait descendre la piscine pour qu'elle se retrouve dans l'eau, il y a quelque chose d'hyper joli dedans. Enfin, je trouve, il y a un sens de la romance que j'aime bien. Et puis en plus, j'aimerais bien avoir cette piscine-là maintenant. Oui, là. Moi aussi, je veux bien la piscine. je veux l'appart, je veux la piscine. C'est toujours ce truc avec la richesse dans les comédies. Moi, il y a une comédie quand même qui m'a marqué avec Franck Dubosc, et je pense que je vous ai parlé, donc je vous ai dit mon avis sur Disco, qui est à mon avis son chef-d'œuvre postmoderne. Pour moi, il y a aussi ce que j'appelle son Grand Torino, comme on dit à la Clint Eastwood. Moi, je tente tout. 15 jours, tu sais quoi, on m'a dit, William Deere, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, ok, d'accord, vous avez à voir ce qu'on veut. Donc, c'est comme chez le coiffeur, faut pas dire ça, quoi. Ouais, non. Mais là, si tu veux, moi, je prends la tondeuse direct en ce moment. Donc, je suis prêt à revoir sous un jour nouveau, donc le jour un peu Grand Torino, Clint Eastwood, Fiston. Non, je t'arrête. Moi, c'est pas possible. Fiston. J'aime bien Fiston parce qu'il a un humour un peu pas un humour, plutôt c'est une rom-com aussi presque. Une vue un peu passéiste sur c'est Kev Adams. Donc je pense que c'est le meilleur film de Kev Adams, hein. Déjà, il en a fait d'autres? Oui. C'est Kev Adams qui se trouve Franck Dubosc en mentor. Tu t'imagines? et Franck Dubosc qui lui explique les conseils pour draguer, mais c'est un Franck Dubosc complètement loupé. C'est un Franck Dubosc, il est à 2 doigts de Clint Eastwood qui crache sur son devant chez lui en disant "Get out of my lawn". Et en plus, il y a cette métaphore de la voiture, évidemment, de la voiture qui retape. Je pense pas que tout ça soit innocent. Je pense qu'ils ont clairement vu Grand Torino et ils ont essayé de l'adapter à la sauce Franck Dubosc, Kev Adams, pour le meilleur et pour le pire. Et je trouve que ce film a quand même une espèce de mélancolie je pense que c'est le basculement de Franck Dubosc qui se dit, ok, je peux pas jouer les rôles de Bella toute ma vie, et c'est le moment où je vais commencer à faire quelque chose d'un peu plus noir. Et j'ai aimé l'offre qu'il m'a donné, mais je me souviens qu'en film noir, il y en a un autre qui était une autre proposition de Dark Dubosc. C'était La tête de l'emploi. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai noté sur mon top. Alors, vas-y, balance. Tête de l'emploi, donc Dubosc, De Maison et Elsa Zilberstein, qui se retrouvent à devoir gérer donc un pôle emploi qui est trop efficace. Et qui va se retrouver, ils vont se retrouver sans travail parce que ils ont réussi à caser tous les chômeurs de leur région, en gros. C'est un film de SF. C'est un film d'un cynisme absolu. Je sais pas si c'est comédie noire, c'est exactement le terme. C'était une très très bonne surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à voir Dubosc dans ce rôle. Il est pas dans son délire habituel de mimique outrancière. Et un film hyper touchant aussi. Je sais pas vraiment si on peut le mettre dans la catégorie des comédies pures, en fait. Comédie dramatique, je sais pas comment tu peux appeler ça. Mais très très bonne surprise en tout cas. Et est-ce que tu en as un autre à proposer, Perrine, avant qu'on passe peut-être à aux Dubosc problématiques, c'est-à-dire les Dubosc qu'on considère comme étant le bas du peloton?
J'en ai un dernier, mais il n'est pas acteur, il n'est pas réalisateur, il est scénariste. C'était sur L'amour c'est mieux à deux, de Dominique Farrugia et Arnaud Lemort. Clovis Cornillac. Ouais, Clovis Cornillac, Virginie Efira, Manu Payet. Moi, c'est un film que j'avais plutôt bien aimé à l'époque de sa sortie, notamment parce que je crois que c'était un des premiers rôles principaux de Virginie Efira. Si je dis pas de bêtises, enfin, elle n'avait pas encore eu vraiment des rôles centraux comme ça. Et elle avait tellement ce charme, cette drôlerie, cette simplicité. La meuf, elle sourit, elle est extraordinaire. Donc, je trouve que, le film avait grâce à elle, en tout cas, avait une très belle légèreté et une écriture qui était encore une fois assez douce finalement, et qui n'a pas peur de montrer les défauts de ses personnages et comment ils peuvent se repentir. Et c'est une écriture finalement qu'on doit aussi à Franck Dubosc, qu'on retrouve dans Camping, qu'on retrouve dans Tout le monde debout. Et je pense qu'il a un vrai talent finalement de scénariste pour faire ces personnages qui sont loin d'être des perfections, mais qui sont conscients de ne pas être parfaits. Et je trouve que c'est assez joli. Je suis désolé, Perrine, c'est un de mes films Némésis. Je suis désolé. C'est un film que j'ai essayé de voir 3 fois et celui-là, il est au bout de mes forces et pourtant j'aurais bien voulu l'aimer parce qu'il y a beaucoup de composants de ce film que j'adore, mais alors j'ai jamais réussi et oui, je suis désolé. Désolé en ASMR. Ah, mais j'avoue, je suis pas hyper client non plus. Donc. Et faut parler quand même parce que quand même c'est quand même quelqu'un qui a attendu longtemps son grand film, et on peut dire que son grand œuvre entre guillemets, c'est Camping. C'est le film auquel on l'identifie peut-être plus que pour le père de Boulet Bill. C'est quoi pour vous son gros gadin? Il y en a un, évidemment, il faut... Ah, à part Disco, tu veux dire? Tais-toi. Il y en a un qui est vraiment marquant et qui est difficilement obtenible sur les plateformes VOD, c'est Cinéman quand même. Mais alors Cinéman, est-ce que le problème de Cinéman, c'est le film lui-même ou est-ce que c'est Dubosc? Je pense que la réponse est évidente. Bien sûr, c'est le film lui-même. La réponse, c'est Yann Wax, non? Non, mais voilà, Dubosc, il fait absolument tout ce qu'il peut pour s'en sortir. J'étais mauvaise langue, il est disponible à la loc sur 4 plateformes VOD. Alors, je l'avais vu en VOD pour le coup, mais... Non, enfin, tout ça pour dire que moi, je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt admirablement bien, en fait, vu le matériau de base. Alors, admirablement bien, c'est pas le mot que j'aurais employé. Ah bah excuse-moi, mais j'aurais bien aimé te voir à sa place. Non, mais disons que c'est un crash test. Ce film est un crash test. Il y a Yann Moix, qui est le réalisateur de ce film, a toujours dit qu'il possède une version parfaite de ce film. L'ego d'Yann Moix est toujours bon de pas l'avoir montré, c'est vraiment bon de pas l'avoir montré. Et c'est une version doublée par Yann Moix, qui fait la voix de tous les comédiens. Je sais pas si j'ai envie de voir ça. À la limite, pourquoi pas? Ça serait concept. Franchement, quitte à ce que ça soit vraiment imbouffable, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Je pense que là, c'est la période où clairement, il essayait d'avoir son grand film, et il prenait un peu tout. C'était l'après Astérix en plus, où il jouait un Assurance Tourix. Alors attends, je reformule. Est-ce que le problème, c'est le film, c'est Dubosc, ou c'est son agent? Pour toi, qu'est-ce que c'est le gros gadin, Perrine? Le gros gadin, l'anti-film Dubosc, celui qu'il faut éviter à tout prix. C'est compliqué parce que je suis assez d'accord, même dans les pires trucs dans lesquels il se retrouve, lui n'est pas la catastrophe, en fait. Tu vois, je pensais au Visiteur à la Révolution, c'est l'horreur, mais lui, le Gonzague de Montmirail, là, c'est pas non plus... c'est pas le pire. Oui, c'est pas le pire. Alors, c'est loin d'être le pire. C'est loin d'être le pire, mais parce que il y a vraiment pire à côté, quoi. On peut citer aussi, j'allais dire, on peut citer aussi L'Embarras du choix qui était revenu plusieurs fois dans le nerf, mais L'Embarras du choix qui est un film, une rom-com absolument horrible, mièvre, vraiment, il y a ni fait ni à faire. J'ai tenu 26 minutes. Écoute, c'est bien dommage, puisque l'apparition de Dubosc qui arrive dans les toutes dernières minutes du film est fabuleuse. Pour 2 minutes de Franck Dubosc, ça valait peut-être le coup. Honnêtement, pour l'avoir vu avec Max, en plus, on a été pris de fou rire au moment où arrive Franck Dubosc. C'est vrai qu'on l'avait déjà dit, mais sans mentir, hein, sérieusement, c'est l'un des rires les plus libérateurs et francs que j'ai eu de ma vie au cinéma. Vraiment. Parce que c'est vraiment, le film est horrible, hein. Le film est irregardable. Exploser, quoi. Le film est irregardable, et par contre, tout d'un coup, t'as 2 minutes de Franck Dubosc qui est complètement aware de lui-même. Il n'y a pas d'autre mot, et il est en prêtre, et avec un prêtre écossais. Un prêtre écossais avec un nain qui l'aide dans son église. C'est beaucoup trop. C'est 2 minutes de ça, et tu sais quoi, franchement,
J'ai envie de me les revoir, ces 2 minutes. Alors, je me les ai regardés avant l'enregistrement parce que j'adore regarder le trailer de ce truc-là avec ce passage à chaque fois, ça me fait mourir de rire. Et c'est ce que je disais d'ailleurs, ce qui moi me plaît vraiment chez Dubosc, c'est cette fulgurance que tu peux avoir sur des petits instants. Et typiquement, je sais pas, le rôle des vigiles dans les petites annonces, il a un seul mot, il prononce un seul mot sur tout le sketch. Et à chaque fois, pour moi, c'est démentiel l'effet que ça me fait. Comme quand il fait Rodriguez. Ouais, quand il fait la bagarre. C'est vrai. Est-ce que ça n'a pas un peu vieilli quand même, les petites annonces? Ah non, c'est tellement puissant. Ah bah après, voilà, c'est peut-être parce que j'ai découvert ça à l'époque et que ça fait c'est toujours le même effet sur moi. Mais non, je crois pas que c'est vieilli, justement, parce que c'était déjà un petit peu fait de bric et de broc à l'époque et il y avait pas d'artifice. Donc pour moi, c'est typiquement le genre de choses qui vraiment va résister à l'épreuve du temps. Pour moi, il y a un vrai souci dans Franck Dubosc quand Franck Dubosc devient le matériau principal sans se conformer à un réalisateur. Et je pense, par exemple, pour moi, le faux bon film de Franck Dubosc, c'est Bis. Je sais pas si vous l'avez vu, Bis de Dominique Farrugia. Ouais. Et ça commence comme un buddy movie intéressant puisque c'est 2 vieux qui se téléportent dans leur mois de 18 ans. Et tu te dis que ça va être bien et tu te dis que ça va être drôle et c'est un truc déprimant sur 2 potes qui arrivent plus à être potes ensemble jeunes. C'est vraiment triste, quoi. Et honnêtement, je croyais que ça allait être vraiment, je comprends que ça lorgne plus vers le John Hughes que vers le truc un peu doux amer, mais là il y avait trop d'amertume, quoi. C'est genre là on essaie de me faire bouffer des larmes surgelées et ça ne passe plus. Et voilà, Bis pour moi c'est un faux bon film de Dubosc, par exemple. Ou à l'inverse, quand il se caricature dans alors son dernier film, j'allais dire au cinéma, rappelez-vous le cinéma, 10 jours sans maman, voilà, de Ludovic Bernard, c'était pareil, c'était lourd en fait parce que c'est même plus que lui a conscience de son personnage, c'est le réalisateur qui veut absolument tirer sur la corde jusqu'au bout en disant waouh cool, j'ai Dubosc, je vais lui faire du Dubosc, mais qui mieux que Dubosc peut faire du Dubosc, ou en tout cas en écrire, et dans ces moments-là pour moi c'est la gamelle assurée, quoi, ça va dans le mur. Ouais, puis surtout je pense aussi qu'il y a chez lui quelque chose où il peut pas vraiment être toujours aussi dans une forme d'absurde. Je pensais à un film comme SMS de Gabriel Julien Lecarrière. Ouais. Le film, donc c'est pas lui le personnage principal, c'est Guillaume de Tonquédec. Ouais. Mais lui joue un militant écologiste, frère écologiste, qui une sorte de groupe terroriste, quoi. De gilets jaunes. Ouais, de gilets jaunes. En fait, si tu veux, c'est un personnage qui pourrait apparaître d'un seul coup dans Problemos, mais le problème c'est que le film n'a pas cette tendance-là. Le film se prend presque un peu trop au sérieux à plein de moments, et lui finalement je trouve que sortir totalement de son personnage habituel pour être cette chose, c'est trop loin, ça va trop loin pour lui, c'est là où il ne me convainc pas du tout. Je suis pas convaincue par ça, et je trouve que quand il sort finalement trop de son personnage de relou, de loser magnifique, ou quand il va pas dans le quelque chose de plus dramatique, de plus touchant, comme avec peut-être Tout le monde debout, là, je suis pas sûre que tous les absurdes lui vont, et pour moi SMS c'était une limite, par exemple. Je pense qu'on a vu pas mal, on a passé pas mal en revue sa filmo, qui est quand même assez conséquente. Il a quand même il a quand même plus de 25 ans de cinéma, ce gaillard. Je précise à tous les enregistrements qu'on fait que Bienvenue à bord, qui est disponible en streaming, et pour moi, son chef-d'œuvre, c'est-à-dire, c'est vrai. Oui, non, mais Bienvenue à bord, ça vaut le coup d'être revu, et je sais que il faut le voir en train d'essayer de faire le ventriloque alors qu'il n'est pas ventriloque, et avec, et littéralement, il prend cette marionnette et il fait salut Marionnettos, et Marionnettos, il parle avec la voix du Dubosc, c'est ridicule. Et il est tellement premier degré, et moi j'adore quand il est premier degré. Je pense qu'on a passé en revue quand même pas mal de ses films, les bons comme certains des moins bons. T'as pas lâché ton petit commentaire sur All Inclusive, je suis étonné. C'est vrai, All Inclusive, je pense que c'est un de ses derniers bons films, parce que All Inclusive, soyons francs, c'est pas très bien écrit, c'est écrit comme un Camping 3.5, mais lui est parfait. Lui, il est fabuleux. Lui, il est fabuleux. Et en plus, François-Xavier de Maison, c'est pas un super partenaire, j'ai l'impression. Enfin, en comédie, tu sens que personne n'avait envie d'être trop là. Mais Franck Dubosc,
peut-être qu'il touche son chèque à la fin, mais il est là à 100%, quoi. Et il y a un truc intéressant à mon avis, avec All Inclusive, c'est que c'est la proposition d'un Fight Club à la française, puisque à la fin, il y a un twist mindfuck qui te fait croire que tout cela n'était qu'un rêve et qu'en fait, Franck Dubosc est en fait cette espèce d'ombre intouchable c'est l'arbitre du Fight Club en fait. C'est le moment où tu te demandes si Tyler Durden en fait c'est pas Patrick Chirac quoi, en gros. C'est vrai, c'est exactement ça. Est-ce que j'espère que vous avez eu votre quota de Franck Dubosc. Si vous êtes venu le chercher, en tout cas vous avez trouvé le bon podcast pour le faire. Ce qui explique la référence à Brad Pitt dans Camping 3 d'ailleurs. Non mais attends, il y a tout un schéma. Oh mon Dieu, mais tout est lié. Non. Le Otoniente Universe. Tu crois qu'il va sortir en boitant et ça y est, on sait qui c'est. Je vous remercie d'avoir été là avec moi et je vais aussi remercier Solène et Quentin, nos réalisateurs, certes à distance, mais nos réalisateurs quand même, parce qu'ils essayent de faire en sorte que tout ce que l'on dit soit écoutable. Pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires et surtout, alors j'allais dire d'en parler autour de vous, c'est ma phrase habituelle. Mais autour de vous, peut-être qu'ils seront saoulés si vous en parlez tout le temps autour de vous. Donc, de toute façon, en ce moment, c'est compliqué de parler autour de soi. Hein. Ouais, mais alors, vous savez quoi, profitez-en, allez à la fenêtre, et peut-être il y a des gens qui connaissent pas MDR, et dites-leur, vous avez écouté le MDR sur Franck Dubosc, et je suis sûr que ça va être un gros succès. Essayez ça. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine. On a peut-être d'autres comédies à voir, d'autres grandes stars de l'humour à passer en revue. Je vous remercie tous les deux et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.